Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et j'avais envie de revenir sur le sujet de devenir enseignant puisque je vois beaucoup de personnes qui sont un peu perdues sur qu'est-ce qu'il faut faire, quelles études faire pour arriver où, et donc que ce soit sur Facebook, Twitter, etc. Je vais essayer de répondre à toutes ces questions aujourd'hui dans cette vidéo. En termes d'études, de concours, etc., sachez qu'il y a déjà 3 grandes catégories et le plus important à mon sens c'est vraiment de choisir en tout premier lieu à quel niveau d'études vous voulez enseigner parce que vraiment ça définit tout ce qu'il en découle. Donc premièrement je vais vous parler de ces 3 catégories selon moi. Il y a d'abord la primaire et maternelle qui forment un grand bloc à part entière. Quand on devient enseignant en primaire maternelle, on ne choisit pas forcément entre primaire et ou maternelle, on peut tomber sur les deux types de classes avec le même concours. À l'issue du concours, vous faites des choix préférentiels de classe et de lieu de travail, et selon votre réussite au concours, vous aurez plus ou moins les vœux que vous vouliez. Pour enseigner du coup en primaire et maternelle, il vous faudra passer le concours de recrutement de professorat des écoles, plus communément appelé CRPE, et pour atteindre ce CRPE, il faut être inscrit en master. Donc cette année c'est encore en master 1, mais ça va se décaler en master 2 à la prochaine réforme. Et donc il vous faut un master si possible MEF, parce que c'est ce qui prépare le plus au concours et à l'enseignement. Mais vous pouvez passer le concours en étant inscrit dans n'importe quel master à partir du moment où vous avez ce niveau Bac+5 en fait. Ensuite, deuxième catégorie selon moi, la partie collège-lycée. Donc pour enseigner en collège-lycée, il faut avoir passé le CAPES. Et pour passer le CAPES pendant le master, il faut tout simplement avoir une licence et être inscrit dans un master. Et ensuite, il y a l'enseignement à l'université dans les grandes écoles. Et pour ça, il faut passer l'agrégation et donc avoir un master, voire une thèse d'une matière en particulier. Donc à mon sens, si vraiment vous hésitez encore entre passer le CRPE ou le CAPES et que vous êtes en fin de lycée, que vous ne savez pas à quel niveau d'études vous voulez enseigner, je vous conseille très certainement, les yeux fermés, de choisir la matière que vous voudriez enseigner si vous allez au collège-lycée. Et ensuite faire des stages qui vous orienteront entre plutôt collège-lycée ou primaire. À savoir qu'un stage, vous pouvez faire des stages volontaires pendant vos études à l'université, en plus de vos études, donc faut vous gérer avec votre fac selon si ça chevauche, des heures de cours, etc. C'est à vous de vous arranger, ou si vous redoublez, profitez de ce temps du coup pour faire un stage. On peut faire un stage volontaire très facilement, il suffit du coup de trouver une école privée qui vous accepte en stage et ensuite vous signez une convention avec votre école, vous faites signer les papiers et vous êtes accueilli dans l'établissement. C'est beaucoup plus simple en enseignement d'avoir un stage dans le privé que dans le public, puisqu'en fait quand vous êtes dans le privé, l'établissement lui-même peut gérer la convention, il n'y a aucun souci, alors que quand vous demandez un stage dans le public, eh bien il faut passer par l'éducation nationale et la procédure est beaucoup plus longue, vous ne choisissez pas forcément votre école et votre lieu de stage. C'est l'académie qui va vous répartir selon ses besoins, selon ce qui l'arrange, etc. et votre demande. Donc voilà, je vous conseille de démarcher une école privée qui vous accepte en stage avant de faire une demande à votre université. Pourquoi je vous dis d'aller dans une filière d'une matière en particulier et non pas en sciences de l'éducation? Tout simplement parce que si vous faites une licence sciences de l'éducation, elle vous emmènera directement vers le concours primaire maternelle, vers des métiers de l'éducation, AVS, éducateur, etc., des choses comme ça. Peut-être des masters ensuite, genre direction des organisations éducatives, etc., ce genre de choses. Mais ça vous ferme la porte des concours type CAPES agrégation, puisqu'en fait vous n'avez pas étudié une matière précise et donc vous n'avez pas les connaissances suffisantes pour enseigner ces matières au collège-lycée. Donc si vous hésitez, mieux vaut faire l'inverse. Pour si besoin rebasculer en sciences de l'éducation, par exemple en fin de licence comme moi j'ai fait. J'ai fait 2 années de licence en biologie avant de faire une licence 3 directement par équivalence en sciences de l'éducation. De plus, c'est aussi bien plus facile de faire une équivalence, c'est-à-dire par exemple, je n'ai pas fait de L1 et de L2 sciences de l'éducation, mais parce que je venais de 2 années de biologie, ils ont estimé mes connaissances suffisantes pour arriver directement en L3, alors que si vous aviez fait l'inverse, par exemple une licence 1 et 2 de sciences de l'éducation, pour rentrer en biologie, vous avez moins les connaissances suffisantes et donc on vous aurait peut-être proposé de rentrer soit en L1, soit en L2, et donc dans ces cas-là, vous refaites une année que vous avez validée dans une autre filière. Donc c'est un peu dommage, ça vous perd du temps, donc mieux vous faire ce choix-là que de perdre du temps inutilement.
mais du coup c'est bien important de le savoir directement dès que vous sortez du lycée pour bien s'orienter et ne pas faire d'erreur. Ensuite, conseil très important à mon sens, c'est penser à votre dossier de master dès le départ. Pourquoi? Premièrement, pour rentrer à l'université, il faut passer par la plateforme Parcoursup qui n'est déjà pas très pratique, qui n'est pas forcément la plus fiable et la plus équitable en termes d'égalité des chances, puisque bien certes des fois c'est tiré au hasard. À une époque c'était comme ça, genre on prenait 200 élèves dans une boîte au hasard et peu importe les notes que les gens avaient, donc ce n'est pas forcément au mérite selon vos notes de bac et de lycée. Sauf que quand vous entrez du coup en master, et bien en fait sachez que l'entrée en master est sélective en France, donc après vos 3 années de licence vous pouvez vous retrouver sans master par exemple, parce que votre dossier n'intéresse personne, qu'il n'est pas assez bon par rapport aux autres candidats. Alors dans ces cas-là vous pouvez faire un recours au rectorat de votre académie, sauf que votre académie, si elle est obligée de vous proposer une poursuite d'études, elle n'est pas obligée de vous proposer quelque chose que vous vouliez, c'est-à-dire un master qui vous intéressait. Ils essayent de faire un lien entre guillemets avec vos études actuelles, mais c'est très vaste et c'est pas forcément du tout ce que vous voulez. Donc mieux vaut vraiment baliser son dossier dès le départ et savoir ce qu'il faut faire pour l'améliorer et être dans de bonnes conditions quand vous arriverez en fin de licence. Pour les candidatures de master, ça se passe via la plateforme e-candidat, et e-candidat en fait c'est pas vraiment comme Parcoursup, puisque chaque université a sa plateforme e-candidat propre, donc à chaque fois que vous postulez à une formation dans 2 établissements séparés, il vous faudra créer un compte e-candidat sur chaque plateforme e-candidat d'université. Donc c'est bien de pas s'en mêler les pinceaux, de le savoir à l'avance, et sur chaque plateforme il va falloir que vous renseigniez votre numéro INE, vos notes de bac, vos documents officiels, vos diplômes, vos relevés de notes de chaque année, donc gardez-les bien dès le départ, ainsi que vos notes de bac, votre papier de diplôme scannez tous vos documents si possible. Et à chaque fois, il faut re-rentrer tout ça, les stages qu'on a fait, son expérience professionnelle, etc. Donc c'est vraiment très long, donc ne vous y prenez pas à la dernière minute et n'attendez pas la fin des candidatures pour vous y mettre, parce que ce sera trop tard. Pareil, prenez-y vous à l'avance, peut-être même un peu avant l'ouverture des candidatures, pour regarder ce qui existe aussi dans les autres villes. Par exemple, il y a des fois souvent des formations à distance, et si vous ne comptez pas vous expatrier à l'autre bout de la France, ben vous pouvez quand même peut-être faire une formation à distance qui certes sera plus chère, mais vous assurera une formation intéressante qui vous amène là où vous voulez si vous n'êtes pas pris dans la ville dans laquelle vous êtes par exemple. Mieux vaut avoir toujours un plan B, C, D, même E et postuler à plein de facs. Moi j'ai fait au moins 6 candidatures de master pour être sûre d'avoir quelque chose. Ensuite moi j'ai aussi fait le choix je sais que le MEF est idéal, pour autant je sais que si je ne suis pas prise en MEF, comme n'importe quel master suffisait pour s'inscrire au CRPE, j'ai préféré aussi postuler à un master sciences de l'éducation. Si jamais j'étais prise, c'était un bon plan B au cas où, même si ça me demandait de préparer le concours de mon côté toute seule, au moins j'avais au moins le niveau requis pour passer le concours de moi-même. À savoir que les candidatures de master du coup passent dans des commissions de chaque université. Selon les villes, il y a des organisations un peu particulières. Par exemple à Lyon, on a 3 masters dans les 3 facs qu'on a principales, et en fait les facs s'accordent entre elles pour que nous devions faire un choix, et nous, comme sur Parcoursup, on devait classer nos vœux si on préférait aller dans la telle université, telle autre ou telle autre pour un même master MEF. Donc renseignez-vous à l'avance et choisissez bien l'ordre de vœux par rapport au nombre de places qu'il y a, aux chances que vous avez d'obtenir tel ou tel vœu, par rapport à ce que vous aimez plus dans tel master MEF que d'autres, parce que tous les master MEF ne sont pas équivalents. Il faut bien regarder les programmes, les stages, est-ce qu'il y a des stages plus longs d'un côté que de l'autre, etc. Vraiment, renseignez-vous sur les filières que vous souhaitez intégrer, c'est très important. N'hésitez pas à contacter des élèves qui sont dans cette filière actuellement, qui peuvent vous conseiller, vous expliquer ce qui a été bon pour eux ou non, les avantages et les inconvénients. Dans les commissions du coup sont étudiées les notes de votre licence 1 à votre licence 3, en sachant que malgré tout que la licence 3 est vraiment prépondérante en termes de notes, puisque c'est vraiment ce qui est le plus important, c'est ce qui est le plus récent aussi. C'est votre fin de licence et presque votre futur diplôme qui est en jeu, donc les notes de licence 3 sont vraiment très regardées. Pour autant, sachez que les candidatures se passent en mars-avril, et en mars-avril, on n'a pas encore les notes du 2e semestre, donc en fait vous n'avez que la moitié de vos notes. Donc à savoir, c'est en début de licence 3 au 1er semestre qu'il faut vraiment tout déchirer pour son dossier de master pour l'optimiser. En plus de ça, il y a d'autres critères qui sont valorisés, notamment les départs en Erasmus. Si vous partez à l'étranger 1 an en Erasmus, par exemple, c'est valorisé. Si vous avez une expérience à l'étranger, ça l'est également. Alors pas si vous partez en vacances ou quoi, si vous avez aidé votre petite cousine, ça ne compte pas.
mais si vraiment vous avez une expérience professionnelle avec une attestation, ça compte. Si vous avez votre attestation de premier secours, c'est intéressant également. Ensuite, du coup, ils vont regarder les stages que vous avez fait, donc c'est pour ça que c'est intéressant dès la licence 1 de se dire à quel moment je vais caler un stage, parce que la licence est quand même assez dense, donc mieux vaut s'organiser comme on le veut dès le départ, et comme on le peut surtout. Et enfin, si vous avez fait des jobs étudiants qui sont en rapport avec l'enseignement et l'éducation, c'est privilégié également. Par exemple, si vous avez fait de l'animation, si vous avez votre BAFA, si vous avez travaillé comme professeur à domicile et que vous avez fait de l'aide aux devoirs par exemple, c'est valorisé. Pour autant, je vais quand même dire un mot, il y a depuis très récemment une pré-professionnalisation proposée par l'éducation nationale et le gouvernement et pour les étudiants de licence 2. Ce n'est pas conseillé. Même mes profs de licence 3 nous avaient dit dès le départ on ne vous conseille pas de faire ça, dans le sens où si vous avez besoin d'argent, mieux vaut aller travailler dans une pizzeria ou aider à des devoirs des enfants, parce que au moins vous travaillez un certain nombre d'heures, vous êtes payé pour ces heures, vous pouvez faire des heures sup si vraiment vous avez besoin ou envie, mais quand vous rentrez chez vous et que vous quittez le travail, vous n'avez pas de travail supplémentaire. Alors que là, dès la licence 2, on est encore assez jeune, pas forcément toujours mature à 19-20 ans, et surtout, vous n'avez pas encore la formation pour enseigner ni l'aide, ni les profs qui vont vous aider derrière et vous accompagner pour faire vos cours. Donc en fait, vous allez être payé un peu plus que la moyenne dans un job étudiant classique pour à peu près 15 heures de cours devant élèves, mais en fait, il faut aussi se rendre compte de la charge de travail que ça demande en amont, puisque du coup vous allez aussi devoir corriger des copies qui ne sont pas comptabilisées dans ces 15 heures, vous allez aussi devoir préparer des cours, gérer une classe, et ce n'est pas du tout la même quantité de travail que si vous allez bosser 15 heures dans un fast-food par exemple. Donc mieux vaut prendre un job étudiant qui est valorisant ou un job étudiant alimentaire tout simplement, et avoir un petit nombre d'heures travaillées, plutôt que de prendre ce risque de pré-professionnalisation pour ensuite risquer de ne pas valider votre année parce que vous n'avez pas assez de temps pour étudier, etc. Et dans ces cas-là, c'est contre-productif. Bien sûr que les gens qui ont fait une pré-professionnalisation sont malgré tout peut-être un peu plus prioritaires et c'est pris en compte pour les admissions de master. Pour autant, je ne pense pas que ce soit une bonne idée et une bonne stratégie. Donc voilà, libre à vous de faire ce que vous voulez de cette information. C'est une pré-professionnalisation qui a été beaucoup décrite récemment sur les réseaux sociaux par les professeurs, etc. et les gens, parce que on devient pas professeur comme ça sur le tas, on s'improvise pas professeur, il y a des notions à savoir de didactique, de pédagogie, de comment avoir la méthodologie pour savoir créer son cours et avoir quelque chose qui tient la route. Et quand vous serez en L2, vous aurez des cours qui n'auront pas forcément de rapport avec ça, et ce n'est pas parce que vous êtes en pré-professionnalisation qu'on va vous faire avancer plus vite. Au contraire, on va plutôt vous lâcher dans la nature en fait et vous dire vas-y, essaye et débrouille-toi. Sauf qu'en fait, ça n'a jamais été vraiment le principe de l'éducation en France de apprendre sur le tas et surtout pas dans le métier de professeur vu la longueur des études qu'il faut faire. Vous vous doutez bien qu'on ne s'improvise pas professeur comme ça du jour au lendemain dès la licence 2. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire globalement pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou si vous voulez quelque chose, un échange un peu plus spécialisé ou autre. Je vous rappelle que mon Twitter est sur ma page YouTube et que donc vous pouvez me contacter directement, soit directement en tweet, soit en message privé sur Twitter. Ça ne me pose aucun souci, j'ai déjà répondu à plusieurs d'entre vous. Moi ça me fait toujours plaisir de vous aider, de vous accompagner, de vous conseiller selon mon expérience et ce que je sais. Si vous avez d'autres conseils, j'ai essayé d'être concise dans cette vidéo et de dire ce que je pensais en gros, mais il y a sans doute plein de choses annexes à dire, il y a toujours plein de choses à dire sur ce sujet, donc n'hésitez pas à mettre vos conseils dans les commentaires si vous en avez. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, ciao ciao.